Salut! Alors aujourd'hui, je suis là pour te parler de la vie à Bali, des avantages et des inconvénients. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que vous avez beaucoup aimé et je me suis dit que j'allais faire une partie 2. Et du coup, je me suis creusé les méninges. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans cette vidéo? Mais j'ai trouvé des sujets assez intéressants à aborder. Et en espérant que je me répète pas trop par rapport à la première partie, mais ça devrait aller. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo dont je parle, je vais mettre un lien ici, comme ça vous pouvez la regarder. Et c'est parti pour la partie 2. Alors premier point à aborder, je pense que c'est la météo et le climat. Alors c'est à la fois un point positif et un point négatif, dans le sens où ça dépend des goûts, des goûts de chacun. Moi je sais que j'adore le climat tropical, l'humidité et les averses fréquentes qui viennent avec. Mais voilà, il faut se dire qu'à Bali il fait pas tout le temps beau, c'est pas 100% de soleil toute l'année. Tous les jours, plus ou moins, il y a des petites averses par-ci par-là. Et il faut savoir que la saison des pluies, qui est entre novembre et avril-mai, est assez intense et il y a de la pluie tous les jours et de la forte pluie et il y a des inondations de certaines routes. Ça crée encore plus de bouchons d'habitude, donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. L'humidité aussi, tout le monde n'aime pas forcément quand il fait tout le temps humide. Ça peut créer plein de problèmes dans la maison, du type des moisissures, des champignons. Le linge, quand tu laves tes vêtements, ça sèche pas rapidement, etc. Voilà, c'est des petites choses à prendre en compte auxquelles on ne pense pas forcément quand on vient en vacances à Bali, mais auxquelles on fait face quand on y habite plus longtemps. Évidemment, je ne pourrais pas parler de Bali sans parler de la nourriture. Donc ça, c'est vraiment le plus gros point positif, c'est la nourriture ici. La nourriture indonésienne est excellente selon moi. C'est pas trop épicé, il y a des épices mais dans le sens ça pique pas. Enfin, moi ça me convient bien. Mais ça a beaucoup de goût, voilà, c'est des choses qui ont mariné, qui ont été faites, cuites pendant longtemps. Ils rajoutent beaucoup d'herbes, d'épices, de choses qui rendent ces plats super bons. C'est très abordable. Voilà, manger local surtout quand vous êtes à Bali, vous ne serez pas déçus. Alors en petit récap aussi un peu de la première vidéo, se déplacer c'est aussi très facile et peu cher. Donc il y a deux options, soit la moto, soit moi ce que je recommande plus c'est soit un chauffeur, un taxi, un chauffeur privé. Ou bien les Gojek, donc pas conduire la moto. Si tu ne sens pas de conduire la moto toi-même, tu peux avoir un chauffeur en moto aussi, donc c'est super pratique. Donc voilà, ce qui est bien à Bali, c'est que tout est à proximité. C'est une île qui est assez petite au final. Et donc même si tu travailles toute la journée, voilà, admettons que tu es sur ton ordinateur, tu as travaillé toute la journée, il ne te faut pas 3 heures ou même 1 heure pour aller quelque part, retrouver tes amis, aller dans un resto ou à la plage, tout est à proximité vraiment. Donc c'est super facile de déconnecter et de se déplacer, d'aller d'un point A à un point B et de changer de décor en fait très rapidement, contrairement à Paris où tu vas prendre le RER et t'en as pour 1h30. Et voilà, tu vois très bien ce que je veux dire. Alors ce qui va avec le fait que tout soit assez à proximité, vient aussi le fait qu'il y ait des paysages très variés à portée de main en fait. Et surtout des activités et des paysages qui vont convenir à tout le monde. Je m'explique. Par exemple, si tu es quelqu'un qui n'est pas très aventurier, qui veut juste passer du bon temps à la plage, bronzer et bien manger, tu es le bienvenu à Bali. Mais si tu es aussi très aventurier, que tu aimes faire du rafting, de l'escalade, de la descente en rappel, que sais-je, des randonnées dans la jungle, monter sur un volcan, voilà, il y a aussi ces activités-là à proximité, à disposition. Et donc il y en a pour tous les goûts quoi. Que tu veuilles rien faire ou faire plein de trucs, que tu veuilles faire des choses chill ou bien des choses un peu plus dangereuses, plus d'adrénaline, voilà, tu vas trouver tout ce qu'il faut à Bali. Donc ça c'est super intéressant je trouve. Il y a
pas beaucoup de destinations qui proposent une variété aussi grande sur un si petit espace en fait. Et je pense que c'est un peu là la spécificité de Bali, c'est en fait un monde à part, un monde dans un monde en fait, tu vois. C'est à la fois une bulle qui peut être aussi positive et négative dans le sens où tu es un peu coupé du monde. Enfin, c'est même pas un peu, c'était complètement coupé du monde dans le sens où les vols les plus proches pays, ça va être la Malaisie, Singapour et c'est quand même 3 heures de vol quoi, tu vois. Donc voilà, faut l'avoir à l'esprit. Mais voilà, il y a ce côté bulle aussi où tu peux te concentrer vachement sur tes projets, sur ce que tu souhaites réaliser, sur ton travail par exemple ou sur ta spiritualité. Peu importe les raisons pour lesquelles tu viens à Bali, tu vas pouvoir trouver cette atmosphère et cet isolement un peu particulier qui vont te permettre d'avancer dans tes projets beaucoup plus rapidement qu'ailleurs je pense. Et avec cet isolement aussi de l'île, il faut garder à l'esprit que par exemple il y a beaucoup de choses très spécifiques, par exemple de la technologie du style, je sais pas moi, si tu dois acheter une carte SD, si tu dois acheter un disque dur externe, si tu veux changer l'objectif de ton appareil photo, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver ces choses sur l'île. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas être disponibles. Et même en livraison par internet ou quoi, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas pouvoir avoir. Ça, c'est vraiment un point négatif assez important, surtout pour les digital nomades qui voyagent et qui sont là, qui ont besoin de technologie, de trucs d'ordinateur, d'appareils photo, de téléphone, tu vois ce que je veux dire. Si tu as un problème avec un de tes outils de travail, tu es un peu mal barré, j'ai envie de dire, parce que ça va être un peu assez compliqué à réparer sur l'île, à trouver les pièces manquantes, etc. etc. Donc il faut le garder à l'esprit. Faut en profiter quand ton visa il se termine et que tu changes de pays, que tu vas en Malaisie ou à Singapour notamment. Refaire les stocks, réparer tes trucs et tout parce que voilà, ça va être compliqué. Ça reste une petite île voilà, avec des ressources limitées, il n'y a pas tout ce qu'on veut. C'est ce qui fait aussi le charme et la beauté de l'île. Hein. On ne peut pas parler de Bali sans parler de spiritualité. Alors, spiritualité au sens large, hein, je pense à rien en particulier, mais voilà, il y a ce côté très spirituel de l'île et de ses habitants, puisqu'ils pratiquent l'hindouisme, et donc il y a énormément de temples, il y a énormément de cérémonies qui accompagnent cette religion. Et en fait, à la fois ça donne un côté très particulier à l'île, des vibes très particulières et qui sont très sympas pour un Européen qui n'a jamais vu ça, c'est très exotique. Mais il y a le côté un peu pratique derrière qui peut être un point négatif pour certaines personnes. C'est-à-dire que par exemple, il y a des cérémonies quasiment tous les week-ends. Donc en fait, il y a déjà pas mal d'embouteillages en temps normal, mais quand il y a des cérémonies, souvent il y a tout le village qui va faire une procession, qui vont marcher dans les rues, etc. Ça va créer encore plus d'embouteillages. Tout simplement, tu vas juste pas pouvoir passer en fait, traverser la ville en question en moto ou en voiture, tu vas être un peu bloqué dans le process. Donc voilà, il faut le savoir, pour moi c'est pas quelque chose de négatif, mais pour certaines personnes ça peut impacter leur expérience sur l'île. Et un autre point que je trouve dommage, mais après je comprends tout à fait au final pourquoi c'est comme ça, mais je sais que la première fois que je suis allée à Bali, j'avais très envie de rentrer vraiment dans tous les temples et de pouvoir assister à des cérémonies ou quoi. Et en fait, quand on est touriste et quand on ne pratique pas la religion, c'est compliqué d'entrer dans les temples et les cérémonies la plupart du temps sont en fait interdites aux étrangers. Donc voilà, je le comprends, en même temps ça va pas devenir, c'est pas un spectacle pour les touristes, mais c'était vraiment moi une curiosité sincère en fait de ma part. J'avais juste envie de voir un peu comment ça se passe de l'intérieur. Mais voilà, je comprends qu'on ne puisse pas ouvrir les portes de tous les temples et de toutes les cérémonies aux touristes, ce serait pas vivable pour les locaux. Voilà. Mais donc à garder en tête que tu ne pourras pas
voir de l'intérieur, vraiment vivre cette spiritualité au sens propre, à moins de vraiment tisser des liens avec des locaux, avec une famille locale, et vraiment ils t'invitent un peu dans leur famille, ils peuvent de cette manière t'inviter à certaines cérémonies. Voilà. J'ai eu l'occasion de voir certaines choses comme ça, voilà, grâce à une famille balinaise qui était très gentille et qui m'a permis d'expliquer un certain nombre de choses. Donc voilà, à savoir. Alors voilà, justement, les balinais, ils sont très gentils. Faut vraiment pas avoir peur de leur parler, de communiquer, d'échanger, de poser des questions, essayer d'apprendre plus sur leur culture. Enfin, moi, je sais que c'est une partie très importante de mes voyages. C'est vraiment d'essayer de comprendre la mentalité des gens, comment ils vivent, comment ils ressentent les choses. Donc voilà, ils sont très gentils, ils sont très aidants, donc vous n'aurez aucun souci sur l'île là-dessus. Et profitez-en pour justement tisser des liens, poser des questions et essayer vraiment, voilà, d'absorber tout ce que vous pouvez absorber grâce à ces personnes en plus. Alors quand on pense à Bali, souvent je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu une île assez déserte, assez sauvage, où il y a peu de monde finalement, peu peuplée. Et en fait, il ne faut pas oublier que ça reste une destination très touristique et une destination du coup qui se développe très rapidement à cause ou grâce au tourisme. Ça dépend comment on voit les choses. Il y a des zones du coup à Bali qui vont commencer un peu à souffrir de ce tourisme de masse en fait. Et surtout, le point sur lequel je voulais appuyer, c'est le côté si tu recherches du silence et du calme, il y a certaines zones à Bali à éviter. Et il y a d'autres zones qui vont être voilà, idéales pour ça, des zones plus isolées, dans la nature, dans la jungle, dans les forêts, près des volcans, près des lacs, dans le nord, dans l'est, et à l'ouest également où il y a le parc national. Mais voilà, le sud, de manière générale, le sud et en dessous d'Ubud, en gros, ça reste très touristique. Et en fait, à cause de ça, il y a énormément de constructions, donc d'hôtels, de Airbnb, de maisons d'hôtes, etc. Et en fait, il va y avoir tout le temps des prix de construction, c'est assez simple quoi. Du matin au soir, il va y avoir des travaux sur les routes, des maisons qui vont être en train d'être construites, des gens qui travaillent avec des marteaux-piqueurs, etc., etc. Voilà. Donc à savoir aussi, pas être dégoûté un peu de son voyage si tu recherches le calme. Voilà, bien se renseigner sur où est-ce que tu te rends. Et voilà, privilégier des zones où il y a encore beaucoup de nature, peu de villes, peu de construction, peu de touristes. Comme ça, tu pourras profiter pleinement de la nature et des sons de la nature et pas des sons de construction. Alors, autre petit point négatif, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de supermarchés à Bali. Il y en a vraiment très peu. Il faut prendre l'habitude ici, en tout cas si tu veux vivre de manière pérenne, à aller au marché, donc acheter des fruits et des légumes au marché local. Voilà, il n'y a pas vraiment de supermarché. Il y en a très peu, ils sont très chers. Les produits proposés sont limités par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir en Europe, ce qui est normal, c'est une île, il ne faut pas l'oublier. Il y a énormément de choses qui vont être importées de l'extérieur et donc qui vont être très chères. Donc vraiment privilégier, avoir cet aspect en tête que voilà, tu vas devoir aller au marché, acheter tes produits, parler éventuellement quelques mots d'indonésien. Et voilà, c'est une manière de créer des liens aussi différents, de voir la vie locale. Enfin, moi je trouve ça super bien, mais ça peut être parfois compliqué si tu es un peu difficile en termes de nourriture ou que tu es un peu anxieux à l'idée d'aller dans ce genre d'endroit. Voilà, il faut l'avoir en tête. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci. Il y a des marchés locaux partout, tous les jours, à chaque coin de rue, tu n'auras aucun problème. Voilà, il faut juste oser en fait. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens, même si tu ne sais pas parler, même s'ils ne parlent pas anglais. Voilà, tu vas avec les gestes, etc. Tu vas réussir à acheter tes trucs, donc il n'y a pas de souci. Alors, autre petit point négatif que peu de personnes abordent, j'ai l'impression, c'est le fait que toute l'année, peu importe le mois de l'année, la saison, le soleil se lève aux alentours de 6 h et il se couche aux alentours de 18 h. Alors c'est surtout les 18 h moi
qui au début me faisait un peu peur. Dans le sens où voilà, tu as les étés en Europe où il fait jour jusqu'à 22h30, 23h. Et quand il fait nuit, mais quand je te dis nuit, c'est nuit noire, hein, à 19h, voilà, il faut le savoir, c'est un autre mode de vie, quoi. Il faut se décaler un peu mentalement parlant, physiologiquement parlant. Il faut s'habituer à vivre un petit peu différemment, quoi. Le soir, les rues, elles sont pas super bien éclairées, en fonction de où tu te situes évidemment, mais si t'es pas dans une très grande ville, voilà, tu sors pas vraiment le soir, c'est ça que je veux dire au final. C'est que tu vas plutôt te coucher tôt et te lever tôt pour profiter de la journée, éviter la chaleur, etc. Mais tu vas pas forcément sortir le soir, ou en tout cas ce sera un tout petit peu plus compliqué et un tout petit peu différent des étés européens, quoi. Voilà, il fait nuit à 18h, c'est tout. Alors ce qui est vraiment cool ici pour les personnes, surtout les digital nomades, ou les nomades digitaux, qui viennent en majorité ici, c'est le fait que franchement la connexion internet elle est quand même très très bonne. Dans les 3/4 des endroits où j'ai été, j'ai pas eu de problème. Pour travailler, c'est vraiment agréable, tu n'auras pas de problème de connexion, de perte de fichiers, de machin, de trucs. Voilà, c'est quand même une chose importante à prendre en considération quand tu t'expatries ou quand tu pars pour un long moment dans un pays. Pour moi, c'est un critère primordial pour mon choix de destination quand même, parce que j'ai besoin d'internet pour travailler. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment top. Il y a un côté un peu... alors j'ai pas envie que ce soit mal pris, donc je vais faire très attention à ce que je dis. Mais un côté où quand même les touristes sont assez assaillis. Alors ça dépend encore des endroits, c'est pas partout à Bali, mais les endroits touristiques, on va être quand même en tant qu'étranger un peu assailli par les demandes et des vendeurs ambulants et des taxis, etc., etc. Ça peut être assez agaçant par moment. D'être tout le temps en fait interpellé par des locaux qui veulent te proposer un taxi, qui veulent te vendre un sarong, qui t'invitent dans leur restaurant, etc. Moi je me dis que ça fait partie aussi de leur gentillesse et de leur accueil, etc. Il y a certaines personnes, vraiment ça reste une très petite minorité, qui vont peut-être parfois devenir un petit peu agacées et voire agressives quand on ne répond pas à leurs appels. Mais voilà, il faut le savoir aussi. Et après ça reste le lot malheureusement de très nombreux lieux touristiques, de très nombreux pays en fait qui accueillent beaucoup de touristes. C'est qu'en fait on est un peu perçus voilà, comme des cibles et voilà, on va essayer de nous vendre plein de choses. Et il faut le savoir, il faut être souriant, répondre gentiment et voilà, remercier les gens qui nous proposent des choses gentiment et ça se passera très bien. Et dans cette même veine, il y a un côté un petit peu agaçant aussi où voilà, toutes les cascades que tu vas vouloir faire, pas mal de rizières que tu vas visiter en fait, sont des endroits qui sont devenus payants. Alors c'est des locaux qui soit possèdent les terres, soit qui se sont organisés au niveau du village pour créer un droit d'entrée en fait et gagner de l'argent de cette manière-là. Voilà, c'est aussi compréhensible, mais parfois c'est un peu too much dans le sens où il y a des endroits vraiment la cascade c'est presque rien, je pourrais tomber dessus par hasard, c'est voilà un petit filet d'eau qui tombe d'une falaise et voilà, ils vont en faire tout un truc avec, tu vois, l'espèce de faux cadre Instagram, des hashtags, un droit d'entrée, une balançoire, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est un peu too much parfois. Je préférerais qu'il y ait des endroits qui restent encore sauvages et où il n'y ait pas de droit d'entrée et qu'on ait l'impression de découvrir encore des choses à Bali. Mais voilà, j'ai l'impression que chaque petit ruisseau a été exploité et mis en avant d'une certaine manière par les locaux. Donc voilà, ils sont très forts à ce jeu-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ce qui est bien aussi ici, c'est que vu que c'est une destination phare
de nomades digitaux. Donc comme je disais, internet est super bien, enfin il y a du wifi de grande qualité à de très nombreux endroits de l'île. Et donc en fait ce qui est cool, c'est que tu vas rencontrer énormément de personnes qui ont un mindset d'entrepreneur, de freelance. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu te lances là-dedans, etc., ça peut être en tout cas un facteur, moi, qui m'a fait venir à cet endroit. C'était justement d'avoir cette ambiance et ce côté où les gens, ils savent un petit peu ce qu'ils veulent faire. Et t'as pas 50 000 questions, tu vois, comme en France, des fois, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu travailles sur ton ordinateur, tu voyages, mais c'est bizarre, c'est pas un travail, enfin, tu vois, ce genre de choses. Là, t'as pas tous ces questionnements, en fait, tout le monde fait à peu près la même chose et en même temps, tout le monde fait des choses différentes, mais voilà, en fait, on se comprend assez facilement et tu rencontres des gens qui sont un peu dans ce mindset-là. Donc, en tout cas, si toi, c'est quelque chose qui t'est familier et que tu recherches et que tu trouves pas en France ou en Europe, parce que c'est le cas, je trouve ça assez difficile encore en Europe d'expliquer que tu travailles sur internet et que tu fais des choses, que tu crées du contenu, etc. Voilà, ici tu n'auras pas ça, tu ne seras pas jugé, tu seras entouré de personnes qui te comprennent. Et c'est très facile de se faire des amis, il y a beaucoup de gens qui partent seuls ou en couple, donc enfin voilà, tout le monde est un peu en demande de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger, de partager des idées, des tips, voilà. Donc c'est assez sympa pour ça. Les expatriés sont nombreux, ils sont sympas et ils s'entraident entre eux. Et pour terminer, je pense que le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est le manque de conscience écologique. Alors évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que les locaux sachent tout en fait de l'écologie et de machin et de trucs. C'est pas quelque chose qui est mis en avant en fait ici, ni dans les écoles, ni dans l'éducation, ni dans la population de manière générale. Ils sont encore un petit peu en retard là-dessus. Il n'y a pas vraiment de système de traitement des déchets sur l'île. Il y a beaucoup d'incinération un peu sauvage. Chacun brûle en fait ses déchets devant chez lui, il fait de la fumée. Le plastique, ça se brûle pas, ça crée des mauvaises odeurs. Et puis il y a du coup tout le sujet des landfills, comment ça s'appelle, les déchetteries à ciel ouvert, donc qui prennent énormément de place et qui se situent à plusieurs endroits de l'île. Et ces déchets qui, avec le vent, la pluie, finissent dans les rivières, dans la mer, enfin voilà, je te passe les détails. Je pense que tu as déjà vu des images de plages et d'océans remplis de plastique à Bali. Et malheureusement, alors on pense qu'il y a évidemment les touristes, ils jouent un rôle là-dedans, mais les touristes, malgré ce qu'on peut penser, ça arrive quand même avec une conscience écologique dans le sens où je pense que quand on vient de France ou des États-Unis, on se rend compte qu'on ne va pas prendre un gobelet en plastique et le jeter par terre. Enfin voilà, j'ai jamais vu personne faire ça. Par contre, les locaux, ils vont pas forcément avoir ces réflexes-là. Alors déjà, il n'y a pas de poubelle dans les rues, c'est un problème. Dès que tu as un truc à acheter, bah, tu dois le garder dans ton sac à dos, dans ta poche, sinon tu n'as pas où le jeter. Donc les gens, les enfants notamment de l'île, ils vont pas avoir ces réflexes-là, ils vont le laisser par terre. Et donc il y a des petites choses comme ça qui... Donc les touristes, j'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais qui soient vraiment le cœur du problème. Alors bien sûr, il y a toujours des gens mal élevés qui vont jeter des trucs, hein. Je dis pas le contraire, mais voilà, je pense qu'il y a tout un travail au niveau du pays indonésien, de l'Indonésie en tant que pays, à éduquer sa population sur l'enjeu écologique et économique aussi des différentes îles indonésiennes qui sont très touristiques et qui doivent miser tout sur l'écologie, en fait, sur la propreté, le traitement des déchets et faire en sorte qu'ils puissent prospérer sur le long terme, parce que là, en fait, le boom économique touristique a fait que, voilà, ils ont accès à plein de nouveaux produits, donc plein d'emballages plastiques, ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Et heureusement, il y a plein d'associations qui voient le jour en fait et qui
font ce travail-là mais à la place, j'ai envie de dire, du gouvernement. C'est pas, enfin pour l'instant ça reste à petite échelle quoi, mais c'est déjà ça. Et voilà, il faut soutenir ces associations et ces groupes qui sont là pour éduquer justement la population, montrer les bons gestes, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, faire des nettoyages de plages, de rivières, ramasser les déchets. Voilà, pour que dans le futur, les enfants puissent voilà, avoir le bon exemple et puissent profiter encore pour des générations de ces magnifiques îles et de cette nature sauvage et de cette beauté quoi. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire dans cette deuxième partie. Si tu as des questions, n'hésite pas, je serais ravie d'y répondre. J'espère que tu auras appris encore quelques petites nouveautés dans cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour la prochaine. Salut!